J'accueille à présent mon invité du jour, Sylvia Noël, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains de Haute-Savoie. Déjà, j'aimerais avoir votre avis concernant cette offensive russe en Ukraine qui a débuté il y a maintenant une semaine. Écoutez, c'est dramatique, hein, c'est le retour de la guerre aux portes de l'Europe, à 2000 km de Paris, des épisodes qu'on pensait être relégués dans les livres d'histoire et qui malheureusement ressurgissent aujourd'hui en 2022 de façon très brutale et qui poussent des millions d'Ukrainiens sur les routes et en direction de l'Europe. Donc je crois qu'il va falloir qu'on prenne notre part dans la gestion de cette tragédie humaine et puis qu'on puisse accueillir ces réfugiés en grand nombre. Est-ce que vous avez été inquiété par les propos du président de la République hier lors de son allocution? Oui, écoutez, ils ont été très graves, solennels. On voit que la situation est tendue et qu'elle peut vite dégénérer. Il faut que l'Europe continue le dialogue, ne remette pas de l'huile sur le feu, surtout pas, pour ne pas bouleverser les grands équilibres géopolitiques qui pourraient très vite basculer dans un sens ou dans un autre, tant les enjeux vont bien au-delà des questions territoriales et posent des questions d'un point de vue d'indépendance énergétique, alimentaire et bien d'autres. Donc il faut être très prudent. Depuis une semaine, les élans et les chaînes de solidarité envers le peuple ukrainien se multiplient, on l'a vu dans le sujet. Ça vous rend fier, ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. On a déjà pu le voir à d'autres occasions et je sais que de nombreuses communes de Haute-Savoie notamment ont déjà manifesté auprès du préfet leur possibilité d'accueillir ces femmes, ces enfants, c'est surtout ces populations-là qui fuient leur pays. Donc non, ça ne m'étonne pas. Je sais que les Français ont un grand cœur et ils le prouvent encore une fois. Alors, Sylvia Noël, Jean Castex a annoncé ce jeudi midi la suspension du pass vaccinal à compter du lundi 14 mars prochain. J'imagine que vous devez être satisfaite après plusieurs semaines d'opposition. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on réclame depuis longtemps. Pour ma part, je me suis toujours opposée fermement à ce pass vaccinal qui ne me semble pas répondre aux objectifs qu'on lui confère. Aujourd'hui, je crois que la population française est vaccinée à hauteur de 80%. Lorsque le pass est entré en vigueur le 24 janvier, on était sur des taux de contamination qui explosaient à 500 000 cas par jour. Donc pourquoi imposer un pass vaccinal qui pour moi constitue une triple hypocrisie? Tout d'abord parce que le Parlement français s'est toujours opposé à la vaccination obligatoire et donc dans ce cas-là, pourquoi vouloir imposer par ce biais-là la vaccination? On ne peut pas imposer une forme de déchéance de citoyenneté à des citoyens qui ont fait le choix de ne pas se vacciner. D'autre part, si l'objectif c'est de lutter contre l'épidémie, eh bien, un test est bien plus efficace qu'une vaccination qui n'empêchera pas la transmission. Et puis enfin, plus on a besoin du vaccin et moins on a besoin du pass vaccinal. Ce n'est pas en imposant un pass vaccinal à l'entrée des discothèques ou des parcs d'attractions que vous pousserez les sujets âgés de plus de 65 ans ou ceux porteurs de comorbidité à la vaccination. Et on sait avec le recul, avec les 2 ans de recul qui nous séparent de l'arrivée de ce virus, que ce sont ces populations-là qui sont véritablement concernées par ce virus. Donc vous voyez bien que ce pass vaccinal, il n'a pas beaucoup de sens. Le port du masque ne sera plus obligatoire également toujours à partir du 14 mars, sauf dans les transports collectifs. C'est quoi, c'est le bon sens qui a fini par prédominer? Oui, évidemment, on voit qu'aujourd'hui, ce virus, il est entré dans une phase endémique, donc il va falloir qu'on apprenne tout simplement à vivre avec. Et c'est heureux, notamment dans les écoles. Je crois que nos enfants vont être contents de pouvoir respirer. Et puis, beaucoup d'orthophonistes, notamment, soulignent aujourd'hui les dégâts de ce masque sur la qualité des apprentissages. Donc, évidemment, c'est une forme de soulagement aujourd'hui de voir que ce masque va également disparaître de la plupart des lieux. J'ajoute que le pass sanitaire, lui, restera en vigueur dans les établissements de santé.
comme l'obligation vaccinale des soignants qui continue de s'appliquer. Pour les signatures, vous aviez signé une tribune, co-signé une tribune il y a quelques temps où vous demandiez la suppression du pass. Le maintien du pass vaccinal, selon vous, c'était qu'un calcul politique par rapport aux échéances à venir? Si vous voulez, il y a de cela 15 jours, lorsque j'ai co-signé cette tribune avec 19 autres collègues sénateurs, on nous annonçait que le pass vaccinal serait levé au 1er avril. Qui pouvait imaginer ce que seraient les chiffres au 1er avril? Donc pour nous, cela relevait effectivement plus d'un calcul politique que d'une véritable stratégie sanitaire. Et donc voilà pourquoi, alors que les chiffres nous montraient déjà qu'on était sur la bonne voie, alors que d'autres pays européens autour de nous, je pense au Royaume-Uni, je pense à la Suisse, je pense à l'Espagne, avaient déjà levé toutes ces mesures sanitaires, pourquoi nous les gardions, nous les conservions envers et contre tout. Donc on aurait pu le faire déjà depuis quelques jours. Donc on va s'en réjouir aujourd'hui, mais on va dire que enfin. Vous avez également déposé un amendement qui a été rejeté depuis, visant à réintégrer les soignants suspendus. Bah oui, écoutez, notre hôpital, notre système de santé, il est à l'os aujourd'hui. Après ces 2 ans de crise sanitaire, les soignants sont très fatigués, ont été soumis à rude épreuve. Et moi, j'ai toujours été très choquée du traitement qu'on a pu réserver à nos soignants qui avaient fait le choix, comme tout autre citoyen, de ne pas opter pour la vaccination, de les suspendre. Et les héros d'hier devenaient les parias d'aujourd'hui. Et pour ma part, je milite pour la réintégration très rapide des 15 000 soignants qui font aujourd'hui cruellement défaut à notre hôpital. Il faut absolument qu'on ressorte de cette crise en musclant notre hôpital, et c'est certainement pas en mettant à la porte des soignants. Et encore une fois, là aussi, cette crise nous a montré que durant la dernière vague, on a rappelé des soignants vaccinés et atteints du Covid, donc malades du Covid, à venir travailler. Donc suspendre des soignants non vaccinés qui étaient prêts à se tester chaque jour, donc avoir la certitude qu'ils n'étaient pas ni contaminants ni contaminés, et rappeler à travailler des soignants qui étaient vaccinés et contaminés. Enfin, moi, il y a un moment, je ne comprends plus. Donc, effectivement, j'appelle de mes souhaits la réhabilitation rapide de ces soignants qui doivent être absolument réhabilités. Une dernière question, Sylvia Noël, en rapport avec ce qu'on a dit en début d'interview notamment. Est-ce que selon vous, avec le contexte actuel, l'élection présidentielle d'avril prochain peut-elle se dérouler dans des conditions sereines? Elles vont se dérouler dans des conditions particulières du fait de la situation internationale, mais pour autant, c'est un rendez-vous important pour notre démocratie. Il ne faut pas que les citoyens se voient voler cette élection. Il faut que des débats aient lieu, y compris avec le président en place. Je crois savoir qu'il a annoncé ou qu'il va annoncer dans les prochaines heures sa candidature. Donc on va peut-être enfin pouvoir démarrer cette campagne. Donc il faut que les sujets se fassent. Et d'ailleurs, beaucoup de sujets en lien avec cette crise vont être au cœur de cette élection présidentielle. Je pense à notre autonomie énergétique, je pense à notre souveraineté, à notre capacité de nous organiser autour d'une force militaire. Il faut que tous ces sujets hautement stratégiques soient au cœur de la campagne présidentielle, et il faut qu'elle se fasse. Merci beaucoup, Merci Sylvia Noël. Au revoir. Malgré la crise